Madame la ministre, la profession d'avocat est heureuse de vous recevoir et je vous propose de me rejoindre. Monsieur le Président du Conseil national des barreaux, Mesdames et Messieurs les élus, non, on m'a dit qu'il y avait des élus, mais je ne les vois pas. Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les bâtonniers, Mesdames et Messieurs, parce que forcément je vais en oublier un certain nombre, je veux vous dire d'abord mon plaisir d'être devant vous tous, surtout pour la première fois depuis ma prise de fonction aujourd'hui. Et mon plaisir aussi de débattre avec vous, puisque c'est ça également l'une des caractéristiques et l'un des attraits de votre profession. Mesdames et Messieurs, je ne vous rappellerai pas, et surtout pas en latin, le vieil adage « là où est la société et le droit ». Je le compléterai devant vous par un nouvel adage « là où est le droit et l'avocat ». Mesdames et Messieurs, il y a une chose dont je suis persuadée, c'est que notre société a plus que jamais besoin de ses avocats, parce que notre société, plus que jamais, a besoin du droit. Certes, on fait, Jean Carbonnier ayant été mon maître pendant 4 ans quand même, mes 4 années de licence et de maîtrise, certes, il y a du droit. Il y a parfois trop de droit dans notre société, il y a du droit trop mouvant, trop complexe, trop illisible. Mais il y a aussi de plus en plus de droits. Un droit pas seulement national, un droit de plus en plus international. Et en même temps, je crois qu'il y a plus que jamais besoin d'une prise de conscience par nos concitoyens que la règle de droit, c'est la condition de la vie en commun et dans tous les domaines. Les gens ont bien compris que sur un terrain de sport, il y a besoin de règles pour que le jeu puisse exister. Trop peu comprennent aujourd'hui, et peut-être de moins en moins, que la vie en société exige elle aussi des règles de droit. Que la règle de droit, c'est la condition de la vie en commun dans tous les domaines. Dans le domaine des rapports sociaux entre particuliers, citoyens, associations, dans le domaine des entreprises, qu'elles soient multinationales ou PME, où la règle de droit est aussi un des éléments, on l'oublie trop souvent, de la compétition, je devrais dire de la concurrence économique. Le domaine aussi des acteurs publics, parce que nous voyons que, notamment, les collectivités territoriales devenir, au fil des ans et de la décentralisation, des sujets de droit incontournables. Alors, oui, Monsieur le Président, la justice du XXIe siècle, celle qui est en train de se construire, garante de la mise en œuvre du droit, garante de son acceptation par tous et partant garante de l'unité nationale, se fera avec les avocats. Elle se construira avec les avocats, avec tous les avocats, les privatistes comme les publicistes, le barreau des particuliers comme le barreau des affaires. Et elle aura besoin de toutes les compétences des avocats. Qu'il s'agisse de défense pénale, qu'il s'agisse de défense civile, qu'il s'agisse aussi de conseils juridiques aux particuliers ou aux entreprises, qu'il s'agisse d'actions sur le plan national ou sur le plan international. Oui, mesdames et messieurs, nos sociétés changent et de plus en plus vite. Les enjeux changent. Les modalités de création et également d'application du droit changent.
Et cela implique donc, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, que le métier d'avocat doit aussi s'adapter à ces changements, qu'il doit se moderniser, qu'il doit se diversifier. Et je vous le dis, il en va de l'avenir de votre profession et il en va, j'en suis persuadée, de l'avenir de notre justice, de cette justice dont nous mettons les principes et les valeurs au plus haut. Parce que même s'il y a des critiques, je n'oublie pas que la France demeure, dans un bon nombre de pays du monde que j'ai visités au cours de ces dernières années dans des cadres différents, notre pays demeure une référence quant à ses valeurs et à ses principes, et que le fait d'être une référence nous oblige et nous oblige tous. Alors, parce qu'il en va de l'avenir de notre justice, je sais qu'il faut aussi un soutien ferme et volontariste aux activités des avocats. Et j'y suis déterminée parce que je considère que vous êtes aussi un des facteurs de la compétitivité et du rayonnement de la France. Mais rassurez-vous, si j'assume mes responsabilités, si je vous le dis, j'en ai aussi pour vous. Alors je vous le dis très clairement, il faut aussi, de la part des avocats, une vraie réflexion de fond sur l'avenir de la profession, sur la formation initiale et continue, sur la pratique, sur les rapports avec les autres. Alors, Monsieur le Président, j'ai été heureuse d'entendre dans votre discours qu'il y avait là une volonté de votre part. C'est ainsi que nous pourrons travailler ensemble, dans l'intérêt de chacun, mais aussi dans l'intérêt de tous et dans l'intérêt de la nation. Oui, le rôle des avocats dans notre droit est croissant, il continuera de croître. Cela exige une modernisation profonde de l'organisation et des moyens de la profession. Droit civil, droit pénal, droit public, la modernisation du droit français va de pair avec le renforcement du rôle des avocats. C'est une réalité. Face à la juridicisation croissante de notre société, avec tout ce que cela peut représenter comme risque, face aux attentes des justiciables, du citoyen, un peu perturbé, voire perplexe devant cette juridicisation, il est évident que ce qui le touche dans son quotidien, c'est-à-dire le droit civil notamment, ne peut plus se limiter au règlement contentieux des litiges. Vous le rappeliez, Monsieur le Président, le règlement amiable existe. Eh bien, il doit être développé et amélioré si nous ne voulons pas crouler sous des contentieux de plus en plus longs et donc de moins en moins satisfaisants pour les citoyens. La procédure participative place l'avocat au cœur de la négociation entre les parties. Et il faut sans doute réapprendre à nos concitoyens, parfois je me dis à chacun d'entre nous, le sens de la négociation. En tous les cas, les accords ainsi préparés pourront être homologués par les juridictions et je souhaite que ce soit le plus largement possible. Et puis, en cas de désaccord, eh bien, le travail préalable de mise en état permettra aussi d'accélérer les procédures et c'est bien ce dont nous avons besoin. Car la justice, aujourd'hui, apparaît comme trop lente aux yeux des citoyens. Ça n'est pas le seul reproche qu'on lui fait, mais c'est un élément que nous devons prendre en compte et sur lequel nous devons aussi regarder comment faire en sorte de trouver des solutions. Alors, il y a un certain nombre de propositions. Le calendrier parlementaire, vous le savez, même si on peut le regretter, est soumis à un certain nombre de fortes contraintes. Alors, la proposition de loi Béteille a pu prendre un certain retard.
Néanmoins, et je suis heureuse de vous le dire, elle devrait être, d'après mes négociations personnelles, discutée avant la fin de l'année. Le droit pénal, pour sa part, qui est lui aussi en voie d'évolution, doit concilier à la fois l'efficacité des procédures et le respect des droits et des libertés. Et ça n'est pas toujours quelque chose d'évident, mais c'est la condition d'une justice pénale qui puisse être acceptée par tous et qui, par là même, soit un facteur d'une société apaisée. Ce n'est que si les règles sont comprises et que si la justice qui les applique aux situations donne à chacun le sentiment qu'il est écouté, que ses droits sont reconnus et qu'en même temps il est défendu, que nous arriverons à ce qu'il n'y ait pas la tentation que je vois parfois avec une certaine crainte se développer au cours de ces dernières années de se faire justice soi-même. Or, nous savons tous que dans l'histoire de notre pays, finalement, depuis le haut Moyen-Âge, le progrès, c'est justement que la justice de l'État se justifie, y compris, se substitue, y compris dans l'esprit des gens, à la justice privée. Alors, garantir le respect de l'équité et des droits de la défense comme des droits des victimes, c'est le premier objectif de la réforme de la procédure pénale. Je vous ai bien entendu, Monsieur le Président, et je voudrais simplement rappeler, comme ça, au passage, une petite réalité. C'est qu'un rapport, ça n'est pas une loi. Qu'un rapport... Oui. Mais qu'un rapport, ne l'oublions pas, c'est un élément qui permet une réflexion, qui permet une discussion, qui doit permettre d'avancer. Le dernier mot, c'est toujours le Parlement qui l'a. Mais la pensée a parfois besoin d'être frottée à la réflexion de gens divers qui prennent de leur temps pendant une certaine durée pour essayer de poser tous les problèmes. Alors, effectivement, cela nous permet aussi de dire qu'il y a un certain nombre de principes qu'il faut que nous réussissions à transposer en texte. Trouver un juste équilibre entre la partie poursuivante et la partie poursuivie. Cela suppose des droits de la défense qui soient garantis et garantis d'un bout à l'autre de la procédure. Permettre à la victime de savoir ses droits justement reconnus, cela exige qu'elle puisse voir sa requête et ses demandes d'actes d'enquête prises en considération. Alors, le rôle accru des avocats contribuera à renforcer effectivement ces droits, et notamment les droits de la défense lors de la garde à vue. L'intervention de l'avocat aux auditions du mis en cause, sa mission d'assistance dans le cadre des interrogatoires si la garde à vue est prolongée, tout cela fait partie et doit faire partie de la réflexion qui est engagée. Combien, comment, à quel moment, tout ceci, ce sont des questions pour lesquelles, eh bien, il va y avoir une négociation. De la même façon, la question du sens de l'action du parquet et du rôle du juge de l'enquête et des libertés est posée, et vous l'avez posée. Et c'est effectivement le rapport qui nous amène aussi à la poser. Mener l'enquête et garantir les droits et libertés individuelles, cela suppose, à mon sens, deux juges distincts. Et c'est bien ce qui est proposé. Le juge du parquet en charge de l'enquête, le juge de l'enquête et des libertés chargé du contrôle de l'enquête. Le parquet doit bénéficier de la plus large autonomie, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, dans l'enquête. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle,
Alors que les instructions individuelles données au parquet sont déjà encadrées très largement depuis quelques années, j'ai souhaité aller plus loin, notamment en faisant en sorte qu'elles soient motivées. Et cette règle, je me la suis appliquée, parce que c'est important, lorsque l'on donne des instructions, de se mettre soi-même en mesure, par l'écrit, de se poser la question avec précision de pourquoi on demande cela. Et je suis prête à aller encore plus loin. Le juge de l'enquête et des libertés pourra, à la demande de la victime, car je sais qu'il y a parfois des craintes ou des présupposés, eh bien, il pourra, à la demande de la victime, saisir le parquet en cas d'inaction de celui-ci. Il lui reviendra d'ordonner les actes attentatoires aux libertés. Ce sont des éléments importants et des éléments de clarification importants. L'audience elle-même évoluera. Et elle doit logiquement évoluer vers un renforcement de la neutralité du président. Celui-ci pourrait, c'est ce sur quoi nous commençons à travailler, veiller au bon déroulement de l'instance, et principalement au bon déroulement de l'instance. Une instance ponctuée par un exposé des charges par le parquet, puis par les interrogatoires et contre-interrogatoires par la partie civile et la défense. Je crois que chacun peut mesurer l'ampleur de la réforme qui est en cours. Comme toute réforme, et c'est ce que m'ont appris mes premiers patrons en politique, sa réussite suppose qu'elle soit comprise et qu'il y ait une adhésion de tous ceux qui seront amenés à l'appliquer ou à se la voir appliquer. C'est bien la raison pour laquelle je considère que dans un sujet comme celui-ci, la méthode de préparation des textes doit reposer d'abord sur l'écoute et sur le dialogue. Un groupe de travail est d'ores et déjà réuni autour de mon directeur de cabinet pour commencer à traduire en texte, car c'est sur des textes que l'on peut travailler, les grands principes dont je viens de vous parler. Et dans ce groupe de travail participe un avocat désigné par le Conseil national des barreaux. Mais au-delà de ce groupe de travail, qui est un peu un groupe technique, il est évident qu'une discussion, une concertation doit avoir lieu. Elle réunira alors l'ensemble des professionnels concernés. Mon projet et mon calendrier, puisque c'est ça aussi qui est important, c'est d'aboutir à un projet de loi d'ici l'été 2010. Il y a à la fois le temps de l'écriture, de la réflexion, de la concertation. Il y a aussi la volonté de ne pas trop traîner, parce que pour un politique, c'est toujours ça le problème. Ou aller trop vite et ne pas concerter suffisamment, ou ne pas aller assez vite et voir les projets s'enliser dans les sables. Eh bien, je pense qu'en se fixant un calendrier comme ça, nous pouvons faire les deux. Il y a d'ores et déjà, dans la réforme de l'ensemble de notre droit pénal, des choses qui ont avancé, y compris récemment. Et garantir le droit à la dignité de la personne, c'est bien le premier objectif qui a été poursuivi par la loi pénitentiaire. Alors, Monsieur le Président, vous m'avez interpellé, et c'est là aussi où c'est intéressant, sur la question de l'encellulement individuel. Ce sujet a été longuement évoqué dans le débat sur la loi pénitentiaire. Et je vais vous dire très franchement ce que je pense, car je me suis ralliée effectivement aux amendements qui ont été proposés par les parlementaires de la majorité sur ce texte. Je le dis très clairement, il ne s'agit pas pour moi de renoncer à un principe. Il s'agit pour moi
de constater que ce principe de l'encellulement individuel est, depuis 130 ans, aussi inappliqué qu'énergiquement réaffirmé. Alors, pour moi, je préfère en faire un objectif effectivement réalisable et qui sera concrètement réalisé en 5 ans, grâce au programme de construction de nouveaux établissements, le programme PERBEN que vous avez cité, mais également le programme complémentaire qui comporte à la fois des constructions pour remplacer un certain nombre de places qui sont dans un état inadmissible et d'autre part pour construire en sus de ce programme 5000 places nouvelles comme l'a décidé le président de la République. Et là, je crois qu'effectivement, nous pouvons faire des choses concrètes, bien plus qu'il n'en a jamais été fait dans les 135 ans précédents. Pourquoi est-ce que dans la loi elle-même, je trouve que réaffirmer une fois de plus un principe pour, dans la phrase suivante, dire il y aura un moratoire de 5 ans, 5e, 6e, 7e moratoire, je ne sais pas, c'est parce que j'ai une certaine conception de la loi et du droit. Ça, c'est mon côté prof de droit. Je pense qu'il n'est pas bon d'affirmer dans la loi un principe non applicable aujourd'hui. Alors, ça va renvoyer à une vieille question dont j'ai eu à débattre et qui d'ailleurs ferait un très beau sujet pour la conférence du stage. Est-ce que la loi doit être déclamatoire ou est-ce qu'elle doit être normative ? Je pense que vous avez tous eu, pendant vos études de droit, à débattre sur ce sujet. Le doyen Carbonnier, d'ailleurs, que vous citiez tout à l'heure, mais également Georges Vedel, en faisait un point important. Moi, je crois qu'il y a des lois qui fixent des principes, et c'est notamment le rôle de la Constitution. Je pense qu'il y a des lois qui fixent également des objectifs très concrets avec des calendriers. Et en général, ce sont les lois de programmation. Et puis les lois simples, eh bien, elles fixent des normes. Et des normes qui doivent être appliquées. Et qui doivent être appliquées à court terme, même si parfois il y a un certain nombre de transitions qui sont prévues. Pour moi, c'est ça le droit. Pour moi, c'est ça la loi. Et je pense que si on veut que nos concitoyens comprennent ce qu'est le droit, donc comprennent ce que l'on attend d'eux, il faut certes à la fois que les textes soient lisibles et compréhensibles, et nous commençons à nous y atteler, mais il faut aussi éviter de tout mélanger, et notamment de mélanger les finalités de la loi. Alors, pour en revenir au sujet, je veux quand même rappeler aussi un certain nombre de choses qu'on oublie trop souvent. C'est que, d'ores et déjà, dans les établissements pour peine, toutes les personnes condamnées sont placées en cellules individuelles, sauf bien entendu un certain nombre de cas strictement précisés dans lesquels cela serait contraire à leur sécurité ou au contraire à leur santé. C'est dans les maisons d'arrêt où le problème se pose. Les maisons d'arrêt où cohabitent, c'est vrai, à la fois des condamnés et des prévenus. Mais moi, je dis qu'avec les programmes de construction dont je vous ai parlé tout à l'heure, il sera possible, en 2012, compte tenu des constructions et des places ouvertes, d'offrir réellement un choix entre encellulement individuel et encellulement collectif. Et que toute demande d'encellulement individuel pourra alors être satisfaite. Alors, je vous le dis encore une fois, je préfère agir et fixer des normes plutôt que de dire des principes qui ne seraient pas réalisables. Je dois ajouter d'ailleurs que la loi pénitentiaire ne se limite pas à cela et qu'il y a aussi dans cette loi pénitentiaire des éléments qui renforcent les liens entre la vie en prison et la société.
Parce que dans la finalité de la prison, il y a 3 choses qu'on ne doit jamais oublier. La protection de la société, certainement. La sanction d'une faute. Mais surtout la réinsertion. Et la réinsertion, c'est la possibilité pour celui qui a été détenu de pouvoir retrouver la société dans des conditions qui évitent la récidive. Et c'est là aussi un élément essentiel si nous voulons une société qui soit à la fois une société sûre et une société apaisée. Je crois que c'est une question d'efficacité dans la lutte contre la récidive que de garantir cette possibilité d'un meilleur passage entre la vie en prison et la vie en société. Et c'est aussi la raison pour laquelle il est nécessaire que l'encellulement soit aussi conforme à la dignité humaine. Vous n'obtiendrez pas de gens qui se réinsèrent si on ne leur a pas appris, d'ailleurs, pour un certain nombre d'entre eux, pendant la période de détention, à la fois ce qu'ils sont sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan professionnel, sur le plan de leur place et de leur utilité dans la société. Et c'est ça aussi ce que nous devons leur dire, et c'est pour cela aussi que je veux à la fois diversifier, élargir et moderniser le travail en prison, parce que c'est aussi une façon de permettre à certains, notamment quand on les fera travailler soit sur des technologies modernes, soit sur des problématiques notamment de défense de l'environnement qui intéressent l'ensemble de la société, c'est comme ça aussi qu'on peut leur montrer qu'effectivement, ils ont un rôle à jouer et ils peuvent jouer un rôle positif dans la société. Droit civil, droit pénal sont ainsi marqués par cette volonté de modernisation, mais également droit public. Et vous l'avez dit, Monsieur le Président, le droit public renforce la garantie des droits et des libertés des citoyens, et c'est bien l'objectif de l'exception d'inconstitutionnalité. Je pense que la réforme de 2008 représente un progrès considérable dans l'état de droit, et comme vous l'avez dit, que les avocats, bien entendu, sont appelés aussi à y participer. L'avancée considérable, c'est que désormais, dans toute juridiction, devant toute juridiction, le justiciable pourra évoquer l'inconstitutionnalité de leur droit. C'est un grand pas démocratique. C'est aussi, et j'y tiens également, la réaffirmation de la primauté de la Constitution dans l'ordre juridique national, puisque la loi sera contrôlée au regard de la Constitution avant tout contrôle de conventionnalité. Mesdames et messieurs les avocats, partie prenante d'une justice ainsi placée au cœur des mutations de notre société, d'une justice en cours d'une profonde modernisation, vous êtes appelés à intervenir dans des domaines de plus en plus nombreux. Et ma responsabilité, celle du gouvernement, c'est de vous donner aussi les moyens d'ancrer le métier d'avocat dans le XXIe siècle. Le rapport Darrois propose un certain nombre de pistes en ce sens. Je répète, là aussi, un rapport, c'est un rapport. Et la loi est la loi. Il me revient donc, sur la base de cet intéressant rapport, de mener la concertation pour aboutir à un projet de loi pour le premier semestre 2010. Mon objectif, c'est de présenter un texte cohérent, répondant aux enjeux économiques, simplifiant pour les citoyens la compréhension et la mise en œuvre de leurs droits. À partir de là, et bien entendu, si tout ne relève pas de la loi, ça aussi c'est une réalité, 3 questions doivent guider nos réflexions. Parce que, je vous le dis tout de suite, l'État doit intervenir et le fera, mais n'attendez pas non plus tout de l'État. C'est une action conjointe qui doit être menée et des efforts conjoints. Les 3 questions qui doivent guider notre réflexion commune sont d'abord comment moderniser l'organisation de la profession? Faut-il, et par quels moyens, rapprocher, et jusqu'où, rapprocher les professions du droit? Comment
adapter l'exercice professionnel aussi à la société du XXIe siècle. Comment moderniser l'organisation tout d'abord? Je crois que 3 voies peuvent être explorées, vous l'avez dit. Une que vous n'avez pas citée, sans doute par modestie, c'est l'amélioration de la gouvernance de la profession. Aujourd'hui, le Conseil national des barreaux est un acteur majeur de la représentation professionnelle des avocats. Et je le dis très clairement, il doit être conforté. Les liens entre le Conseil national des barreaux et la conférence des bâtonniers doivent être clarifiés. Le décret permettant que le bâtonnier de Paris et le président de la conférence des bâtonniers soient membres de droit du Conseil national des barreaux est en cours d'examen au Conseil d'État. Je sais pas, enfin oui, c'est partagé, mais j'ai cru comprendre tout à l'heure aussi sur certains sujets qu'il y avait un petit partage dans la salle. Les groupements d'avocats que vous avez, eux, évoqués, sont un facteur de modernisation de la profession. Et ils sont d'ailleurs, à mes yeux, aussi une réponse à la concurrence internationale, que je n'oublie jamais. Et il est évident que nous moderniser, c'est aussi éviter d'être dominés dans les années qui viennent par des groupes et des cabinets venant notamment du monde anglo-saxon, mais pas seulement du monde anglo-saxon. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je veux, avec vous, étudier les modalités concrètes de la façon dont nous pouvons répondre. Alors, il y a les regroupements. Qui dit regroupement dit d'ailleurs financement adapté, parce que parler des choses sans parler du concret, c'est-à-dire des finances, c'est parfois un petit peu illusoire. Pour cela, il peut effectivement être envisagé d'ouvrir le capital des sociétés d'avocats à d'autres professions judiciaires. Je souhaite également que des regroupements soient possibles avec des avocats venus d'autres pays de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus que travailler à l'international. Il est évident que le droit international vient modifier notre droit. Il est évident aussi que de plus en plus les frontières sont ouvertes, notamment dans le domaine européen. Et il est évident, parce qu'il ne faut pas simplement voir l'Europe, que nous avons aussi besoin de nous appuyer sur une force européenne pour aller à l'extérieur. Nous sommes dans des sociétés ouvertes, ne l'oublions pas. Cela nous amène à nous remettre tous en cause. Mais sachons toujours profiter de ce qui, je le sais, à certains peut apparaître comme des menaces pour en faire en réalité des opportunités. Je pense que le droit français, je pense que les avocats français ont tout ce qu'il faut pour avoir confiance en eux et pour être combatifs, pour être conquérants. Et moi, ça m'intéresse aussi parce que c'est la France qui est derrière vous. Et ce que je souhaite, c'est que notre pays, les valeurs que nous représentons sur le plan du droit aient de plus en plus d'influence dans le monde. Nous ne sommes pas le plus grand pays, nous ne sommes pas le plus fort économiquement. Et pourtant, où que je sois allée sur la planète, de l'Amérique latine à l'Afghanistan, de l'Afrique du Sud à la Russie, la France compte. Et la France compte y compris à travers son droit. Et je pense que la période, en même temps, aujourd'hui, nous permet d'avoir encore plus d'influence, parce que la crise que nous venons de subir renforce aussi les valeurs qui sont les nôtres et renforce aussi notre droit à travers ses caractéristiques. Et c'est la raison pour laquelle je vous encourage à avoir cette vision ouverte sur le monde, y compris, donc, mais nous aurons à en parler très concrètement dans les regroupements possibles d'avocats, notamment venant du domaine européen. Pardonnez-moi, je suis un peu sortie de mon texte, mais de temps en temps, il y a des choses que j'ai envie de vous dire.
Et puis alors, il y a aussi le rapprochement de l'ensemble des professions du droit. J'ai bien entendu ce que vous disiez tout à l'heure, parce que je pense, moi également, que le rapprochement peut contribuer à la modernisation en même temps qu'à une meilleure compréhension par les citoyens. Alors, ceci dit, qui dit rapprochement ne dit pas uniformisation systématique. Je pense que la diversité des métiers du droit fait aussi la richesse de ces métiers, en même temps que leur complexité. Favoriser une communauté cohérente de juristes peut favoriser la lisibilité et l'accessibilité du droit pour les citoyens comme pour les entreprises. Mais encore faut-il s'entendre sur le sens que l'on donne au rapprochement. Certains voudraient multiplier les fusions entre les professions. Moi, je crois que cela peut être utile quand ça représente notamment une simplification. Et c'est bien ce qui est recherché par l'intégration des professions d'avoués et d'avocats. Il s'agit là d'avoir une justice plus lisible, plus simple, moins onéreuse. Et vous êtes, et vous serez, en première ligne de cette réforme si vous en partagez les objectifs. Alors bien sûr, cela exige des mesures transitoires parce que c'est une vaste réforme quand nous regardons l'histoire qu'elle a derrière elle. Je crois qu'un certain nombre de mesures transitoires sont effectivement indispensables pour ne pas qu'il y ait de rupture et de difficultés. Il y a d'autres choses et d'autres projets ou d'autres idées qui existent. Par exemple, certains envisagent la fusion des conseils en propriété industrielle et des avocats. Et je sais que c'est une question controversée. Chez vous, mais pas seulement chez vous d'ailleurs. Je crois qu'elle mérite effectivement une réflexion approfondie. Et n'attendez pas de moi que je tranche aujourd'hui comme ça devant vous à l'improviste. Je crois que les enjeux de la filière propriété industrielle sont stratégiques, économiques, mais aussi juridiques. Je pense que la présence des avocats peut répondre à un certain nombre d'attentes. Bon, nous allons travailler dessus. Et de toute façon, je crois qu'il y a une chose qu'il faut que nous nous disions, c'est que la fusion n'est pas non plus l'alpha et l'oméga du rapprochement des professions. Et qu'il y a d'autres pistes qui méritent aussi d'être explorées. Et vous évoquiez notamment la formation. Et moi, c'est quelque chose auquel je crois. Faut-il, peut-on, quand, envisager un système de formation en 2 temps, qui serait par exemple une formation commune d'abord et une formation spécialisée ensuite. À vrai dire, c'est pas très différent de ce qui se faisait d'ailleurs dans le temps. Faut-il y intégrer les magistrats? C'est déjà quelque chose de nouveau. Pour ma part, moi j'y suis assez favorable. Mais nous aurons l'occasion d'en discuter et d'y réfléchir, bien entendu, avec tous les acteurs, y compris d'ailleurs le monde universitaire. C'est la moindre des choses. Voilà donc sur ce premier aspect. Mais ensuite, au-delà de ça, dans l'exercice professionnel, comment peut-on moderniser? Puisque nous sommes aujourd'hui à l'heure d'une société des nouvelles technologies et que chacun, dans toutes les professions, subit cette attraction. Je pense pour ma part que la dématérialisation va permettre d'accroître l'efficacité tout en générant d'ailleurs d'importantes économies, peut-être pas immédiates, mais certainement à terme, et des économies pour la profession, bien entendu, et également pour les juridictions. Je crois que c'est un atout à la fois pour l'efficacité des procédures, mais également pour la rationalisation des dossiers. Parce que c'est vrai que ces nouvelles technologies nous obligent aussi à progresser, y compris sur le fond. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous serez aussi invité à participer au groupe de travail de haut niveau que j'ai décidé de créer pour voir l'impact des nouvelles technologies sur l'ensemble du monde de la justice, sur sa façon de fonctionner, mais également sur sa façon de réfléchir. Et je souhaite que nous soyons dans nos sociétés à la pointe de la réflexion et de l'action en la matière. En tout état de cause, je pense que la dématérialisation vous intéresse, mesdames et messieurs, très directement, notamment à l'heure où les avocats seront appelés à exercer dans les cours d'appel, parfois éloignés de leur cabinet. Les juridictions ont déjà pris le tournant de la dématérialisation. Les avocats
ne peuvent rester au bord du chemin, bien entendu, et vous avez évoqué, Monsieur le Président, le chiffre de 10 000 avocats connectés au réseau privé virtuel avocats d'ici la fin de l'année. Je mesure bien là, et je vous en félicite, les efforts déployés par le Conseil national des barreaux. La modernisation, vous m'auriez reproché de ne pas vous en parler, mais je l'ai gardé pour la bonne bouche, c'est aussi la sécurité d'un plus grand nombre de relations juridiques. J'évoquais tout à l'heure la montée des contentieux, la juridisation. Il faut dire que de nombreux actes sous seing privé, parfois complexes, sont effectués dans des conditions juridiques douteuses, parfois d'ailleurs dans des conditions juridiques léonines, dirait-on dans d'autres cas, où l'une des parties a effectivement toutes les connaissances juridiques et l'autre bien peu. Je pense que l'acte contresigné par un avocat vise, en ce sens, à apporter des garanties supplémentaires à la sécurité des actes juridiques quotidiens. L'acte contresigné attestera, vous l'avez rappelé, que les parties concernées ont reçu l'assistance juridique d'un avocat. Il renforcera donc la portée juridique de ces actes sous seing privé, en même temps d'ailleurs, il ne faut pas le cacher, qu'il renforcera la responsabilité juridique de l'avocat. Que les choses soient claires, l'acte contresigné n'est pas un acte authentique. Vous l'avez dit, il n'en a ni la valeur probante ni la force exécutoire. Je crois qu'avocat et notaire, chacun a son utilité. Et je ne peux que regretter les attitudes de refus de dialogue, les attitudes de méfiance. Et j'estime de mon rôle d'essayer de rétablir un dialogue, car c'est ainsi que l'on peut mieux se connaître, que l'on peut faire disparaître un certain nombre de craintes et donc que l'on peut avancer. Chacun doit rester dans son rôle, et j'y veillerai lors des débats parlementaires, mais chacun doit aussi savoir qu'il participe à cette grande maison du droit qui est aussi un fondement de notre vie dans la société. Alors, en ce qui concerne la proposition de loi Blanc, enfin, on ne sait plus exactement si c'est par le Sénat ou par l'Assemblée nationale que les choses commenceront. En tous les cas, les débats parlementaires se tiendront avant la fin de l'année, puisque vous me demandez. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la modernisation, c'est aussi la garantie de l'égal accès au droit dans notre société. Et oui, l'aide juridictionnelle doit être adaptée, et adaptée notamment aux besoins des justiciables. 3 propositions du rapport Darrois qui abordent le sujet méritent un examen approfondi, et nous allons le faire très bientôt. La mise en œuvre de financements complémentaires, alimentés par les professions, le rôle d'un haut conseil des professions du droit, qui sera notamment chargé de gérer l'utilisation des financements, la création d'une assurance de protection juridique qui pourrait venir en complément de toute assurance obligatoire. Je mets en place un groupe de travail qui est chargé de me faire des propositions concrètes sur ces sujets. Mesdames et Messieurs, j'ai conscience que vous devez mourir de faim, que j'ai fait exploser mon plan et que mes invités m'attendent d'ailleurs pour déjeuner, mais j'avais envie de vous dire un certain nombre de choses. J'ai débordé ce qui avait été prévu que je vous dise, mais je pense que ça doit être ça aussi, le type de relation que nous pouvons et que nous devons établir. Des relations faites de vérité, de confiance et d'absence d'ambiguïté. Mesdames et Messieurs, garantir l'accès aux droits, protéger les droits et libertés, assurer la sécurité des transactions, oui, c'est l'avenir de notre démocratie en même temps que c'est l'avenir des avocats. À nous et à nous ensemble d'en tirer toutes les conséquences sur le métier d'avocat au XXIe siècle. À nous ensemble de replacer le droit au
cœur de nos sociétés, au centre de nos institutions, en renforçant le rôle de chacun et en renforçant, bien sûr, aussi la présence des avocats dans les prétoires comme dans les cabinets. À nous de savoir moderniser aussi votre profession. Cela sera dans l'intérêt des avocats, dans l'intérêt du justiciable, dans l'intérêt de la nation, dans l'intérêt de la France. Je vous remercie.